Bonjour à tous. Je vais tenter simplement de vous parler d'une expérience qui est quelque peu atypique, puisque l'édition, notamment dans les régions, n'est pas quelque chose de très installé ou de très courant. Donc je vais tenter d'aborder ces différents aspects. Je vous dirai quelques mots au préalable de l'édition en général et ce qu'est l'édition aujourd'hui dans un pays comme la France. Est-ce qu'elle signifie, est-ce qu'elle transporte, est-ce qu'elle véhicule? Alors pour ce qui est de l'édition d'une manière générale, en France en particulier, la France est, il faut le savoir, est un des pays au monde où l'édition est la plus structurée, la plus puissante, la plus, comment dirais-je, la plus présente dans la population. D'un point de vue culturel, la pratique de cette activité-là est assez significative de ce qui se passe chez nous. J'ajoute que c'est le cas aussi, bien entendu, dans les pays limitrophes, l'Allemagne, l'Angleterre, qui sont des régions où il y a de très fortes maisons d'édition, qui ont une très grande tradition, qui sont porteuses d'une culture de l'édition, justement, assez puissante. L'édition, c'est quelque chose qui est né notamment au siècle des Lumières, parce qu'il était important de diffuser les idées, et je pense en particulier à une œuvre qui est l'encyclopédie, qui a été était au départ le produit d'un certain nombre de libraires parisiens, puis qui à un moment donné ressentait le besoin de diffuser un petit peu cette gigantesque production, et qui avait une fonction sociale déterminante. Donc, fonction sociale et politique, bien entendu. Et ces quelques libraires parisiens qui se sont réunis, à un moment donné, ont constitué le premier réseau qui a permis à cette œuvre d'être diffusée de manière plus ou moins convenable. Ça a été, en France, un petit peu le début de l'aventure éditoriale, parce qu'avant, l'édition, c'était un libraire, c'était un imprimeur, c'était quelqu'un un passionné qui, disposant d'un certain nombre de moyens, permettait de réaliser un livre diffusé à 50, 100, 150 exemplaires, suivant les situations et les époques. Et bien entendu, l'importance de l'ouvrage. C'est ainsi qu'est née, quelque temps plus tard, notamment en Angleterre, l'idée même du copyright, qui a un petit peu défini ce qu'était le métier d'éditeur. Les premiers contours du rôle et de la fonction d'éditeur au sein d'une communauté, elles apparaissent surtout en Angleterre et par la suite en Allemagne. Le 19e siècle a connu un développement très important de cette activité-là, et l'éditeur est devenu de plus en plus ce passeur, si vous voulez, entre le lecteur et l'auteur. C'est celui qui a mis en forme le possible pour qu'il y ait un lien entre celui qui doit connaître les choses et pour qui les choses sont faites, à savoir le lecteur, et puis celui qui les produit, celui qui a envie de dire les choses, en particulier dans l'espace du savoir. Donc l'éditeur, c'était ce pont, ce logisticien en quelque sorte, qui avait cette activité-là. Et puis, l'activité s'est considérablement modifiée pour devenir par la suite une activité où l'éditeur est rentré de manière plus importante, en particulier dans l'espace de la littérature, moins bien entendu dans l'espace des sciences, qu'elles soient dures ou les sciences humaines, parce que il s'agit là généralement de domaines assez spécialisés qui réclament un savoir que l'éditeur ne possède pas nécessairement, bien qu'il y ait des éditeurs spécialisés. Mais l'intervention s'est faite surtout dans l'espace de la fiction, dans l'espace de la littérature et de la poésie, du roman, de la nouvelle, où il y a eu véritablement une implication d'un certain nombre d'éditeurs, d'auteurs d'ailleurs qui étaient eux-mêmes éditeurs, et cette tradition d'ailleurs en France comme ailleurs, mais particulièrement en France, d'auteurs devenus éditeurs par la suite, s'est installée de manière assez forte. Ça a fait notamment tout au long du XXe siècle, il y a eu, de ce point de vue, en France en particulier, une vie intellectuelle très dense, très intense. Bon, je vous renvoie à tous les auteurs qui ont fait cette littérature, pour dire que véritablement, il y a eu une très grande densification à ce niveau-là, reliée très fortement d'ailleurs, ce qui prouve que la France, particulièrement, était une terre de culture, reliée par le développement véritablement exponentiel des librairies.
les libraires se sont installés, beaucoup sont devenus d'ailleurs des éditeurs par la suite, mais il y a eu, à partir de cette idée, à partir de cette initiative, à partir de la nécessité de répondre à ce besoin, puisqu'il était fondamental que ceux qui s'exprimaient, que les auteurs d'une manière générale, aient ce relais dans la population pour pouvoir faire passer leurs idées. Et à partir de là, il y a eu un véritable bouillonnement, et ce en particulier dans toute l'Europe. Pour aller vite dans ce secteur-là, je dirais que cette situation a perduré jusque, je dirais, dans les années 50-60, hein, tout au long du XXe siècle, où il y a eu cette idée-là, cette fonction-là de l'éditeur. Hein. À partir d'une période un peu plus récente, notamment à partir des années 80, où les modes de pensée autour de la question du livre ont considérablement évolué. On a vu en effet se créer des groupes de médias très importants. En France, bien entendu, le groupe Hachette, mais en Allemagne, vous aviez un groupe comme Bertelsmann, par exemple, au Mondadori, et en Italie, ou d'autres aux États-Unis, qui sont devenus progressivement des espaces qui ont intéressé une autre, je serais tenté de dire, une autre faune que celle que l'on rencontre habituellement dans les universités ou bien dans les librairies. C'était une autre catégorie de population. Cette population, c'était les fonds de pension, ça a été comment dirais-je, les grandes structures financières qui ont trouvé dans le produit livre un véritable produit, je dirais un véritable produit commercial. Et là, le statut du livre a un petit peu évolué, un petit peu changé. Le rôle de l'éditeur, là je parle sur le plan national en particulier et international, le rôle de l'éditeur s'est modifié. Il y a eu progressivement une autre approche, une autre démarche. Le livre étant devenu un produit, il a acquis un nouveau statut, il a été présent, il est rentré dans les grandes surfaces, là où il n'était pas avant, il est rentré dans un certain nombre de lieux où il n'était pas connu précédemment. Ça a provoqué d'ailleurs des situations assez dramatiques parce que, d'une part, le tissu qui habituellement diffusait ce genre de produits, parce que là, j'emploie à dessein le mot produit, et bien ce tissu-là, qui était héritier d'une certaine tradition, d'un certain regard sur le livre, sur son contenu, des libraires en particulier qui étaient capables de vous parler de n'importe quelle production, de n'importe quel auteur. Eh bien, progressivement, ces gens-là se sont étiolés, ces gens-là ont eu une approche économique qui n'était plus dans les temps économiques, et que progressivement, tout ce pan, bonne partie en tout cas, a rencontré des difficultés majeures et s'est effondré. Par exemple, vous avez une librairie à Paris qui était la librairie des Puffs, boulevard Saint-Michel, qui était une librairie emblématique. Un beau jour, cette librairie était remplacée par une banque. Vous avez la librairie Castéa à Bordeaux, qui était une institution, comment dirais-je, bicentenaire. Elle a été remplacée par une boutique Orange, si vous voulez. Tout simplement parce que ces gens qui sont arrivés au pouvoir dans les maisons d'édition, qui ont pratiqué le regroupement, hein, vous avez un groupe comme Hachette aujourd'hui qui détient environ une cinquantaine de maisons d'édition qui ont pignon sur rue en France, qui détient un certain nombre de journaux, où il y a une logique donc capitalistique qui est intervenue. Ça nous a amené à une production d'ouvrages qui ont fait un véritable bond. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, il se produit environ 65 à 66 000 ouvrages par an. C'est ces ouvrages qui envahissent les rayons, que ce soit des enseignes spécialisées comme la Fnac ou Virgin, ou bien même des rayons comme les grandes surfaces traditionnelles que vous avez à Ajaccio, Bastia ou ailleurs. Et c'est devenu un produit de consommation comme les autres. Or, ce sont des produits et c'est ainsi, et on leur a bien, y compris donné un statut, le statut du temps de vivre dans le rayon. Aujourd'hui, un roman, il est présent dans un rayon 2 mois. Quand au bout du 2e mois, il n'a pas répondu aux exigences commerciales et économiques, ça devient un produit qui est un produit périmé, hein, il a sa date de péremption, c'est devenu un produit périmé, il faut l'envoyer immédiatement au pilon parce qu'il pèse lourd dans les bilans des entreprises et il est indispensable de le rejeter.
cette stratégie-là a conduit à remplacer, si vous voulez, les directeurs éditoriaux, les gens qui ont été en responsabilité, qui avaient un projet éditorial, qui avaient une démarche éditoriale, qui s'attachaient au texte, qui s'attachaient à ce que disait un auteur, eh bien, ces gens-là ont été remplacés progressivement par l'équivalent des traders dans les grandes maisons d'édition. Et c'est ainsi que, de regroupement en regroupement, on est passé d'une conception de l'édition que je qualifierais de traditionnelle, humaniste, celle qui consistait à partager du savoir, de la vérité, parce que j'ai la faiblesse de penser que la vérité sort des livres, notamment des romans, eh bien, à partager cette vérité, on ne la partage plus. C'est devenu une marchandise comme une autre, avec, comment dirais-je, tout le train de problèmes qui vont avec, et qui a conduit à redéfinir complètement l'ensemble de la profession qui est liée à la chaîne du livre. La chaîne du livre aujourd'hui encore, est en train de se poser énormément de questions quant à son avenir, parce que, très clairement, on ne voit pas comment ce produit si spécifique, qui a pour vocation de véhiculer de manière pérenne et de manière intemporelle une vérité en quelque sorte, de véhiculer un savoir, aujourd'hui il est remplacé par du savoir éphémère, par exemple une émission de télévision, une application sur un iPhone ou tout un tas de choses de cet ordre-là, où on voit par exemple des collections, notamment dans le domaine des sciences, il y a des collections entières. Je prends par exemple un éditeur comme Economica, par exemple, qui a joué un rôle déterminant pendant des années dans le secteur de la transmission du savoir dans ce domaine-là, dans la réflexion, dans la pensée. Eh bien, ce sont des maisons d'édition qui vivent des situations très difficiles, tout simplement parce que les choses sont en train de se modifier. Et on sait pas, et cette profession traverse une véritable crise d'identité parce qu'on ne sait pas trop où on va de ce point de vue. Parce qu'encore une fois, les rênes de l'avenir ne sont pas tenues par des gens qui sont en situation de réfléchir à la manière dont on peut mettre en avant les produits que l'on évoque, mais c'est détenu par des gens qui s'intéressent à un résultat à 2 chiffres en termes de bilan. En termes de marge nette, je serais dire, dans leur bilan. Donc on est dans une évolution qui pose un certain nombre de problèmes et qui, comment dirais-je, détermine, notamment pour les maisons d'édition comme les nôtres, qui détermine leur manière de se comporter et leur manière de penser à la fois leur existence et bien entendu comment organiser et penser un développement à moyen terme, parce que sans ça, les choses ne peuvent pas exister. On ne peut pas concevoir cette activité comme étant quelque chose qui va intervenir là jusqu'à la fin de l'année, puis ensuite l'année suivante, eh bien, Inch'Allah, et on fera appel à la méthode Coué pour essayer de résoudre le problème. Voilà un survol très rapide de l'évolution, vraiment très rapide de cette activité.